Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Voici le sommaire de grand public. La personnalité, Gad Elmaleh, après 6 ans d'absence, il revient enfin sur scène. Pourquoi ce retour aux sources alors qu'au cinéma, l'humoriste prend tous les risques? La polémique, malgré Michael Douglas et Matt Damon dans les rôles principaux, le film Ma vie avec Liberace est privé de sortie cinéma aux États-Unis. Hollywood l'aurait trouvé trop gai. Le grand angle, la Légion étrangère, Jean-Paul Belmondo, Blaise Cendrars et bien sûr Édith Piaf ont contribué à sa légende. Pourquoi et comment les soldats au képi blanc inspirent les artistes? L'entretien à Rachida Brakni, le décryptage, Gatsby le Magnifique. Qui était vraiment Scott Fitzgerald, l'auteur du chef-d'œuvre à l'origine du film en ouverture au Festival de Cannes? Notre personnalité cette semaine, c'est Gad Elmaleh. De retour sur scène, 6 ans après le triomphe de son dernier spectacle, l'humoriste renoue avec le one-man show. Sans tambour, comme il dit, mais en touche à tout. Inspiré à la fois par l'art du mime que pratiquait son père, la musique qu'il joue et chante dans ses spectacles, Gad Elmaleh a mis entre parenthèses le cinéma. Pourquoi ce retour aux sources et quels sont ses nouveaux défis? Gad Elmaleh, la face cachée de l'artiste, c'est un portrait signé Irène Bénéfice. Mardi dernier à Tours, Gad Elmaleh s'offre une séance de dédicace de rockstar. Il est venu ici rôder son spectacle Sans tambour qui démarre à Paris le 28 mai prochain. 6 ans après son dernier one-man show, c'est un grand retour sous pression pour l'artiste. Il y a une grande anxiété, mais il y a une excitation comme... la comparaison est facile, mais c'est comme un rendez-vous amoureux. On est excité, on ne sait pas si ça va bien se passer, mais on en a envie en tout cas. Gad Elmaleh, en 20 ans de carrière, il est devenu l'une des grandes stars de l'humour en France. Les places de son spectacle se sont vendues en 2 jours à peine. Des prolongations sont déjà prévues. Une telle communion, on ne peut pas dire autrement. Ça communique, mais ça communie aussi. Il est contagieux. Je dis toujours ça. Gad, il est contagieux, on attrape la gadite. Il n'y en a pas beaucoup en France qui peuvent faire des aussi grosses salles et remplir aussi longtemps à l'avance. Gad, il a amené un côté, avec Foresti, ils ont amené vraiment un côté... voilà, les humoristes peuvent être des superstars. Costa Gavras, Spielberg, Michel Gondry, ces dernières années, Gad Elmaleh a aussi cherché à se faire un nom au cinéma, même s'il reste surtout associé à des comédies populaires comme Coco ou Chouchou. Il a fait des entrées au cinéma, mais peut-être qu'il cherche aussi autre chose, peut-être qu'il cherche justement une espèce de prestige, de respect. Pour Gad Elmaleh, le grand rôle dans le grand film, on l'attend encore. Portrait d'un artiste complet qui a encore des défis à relever. Pour ses retrouvailles avec le public parisien, Gad Elmaleh a choisi un lieu chic, le Théâtre Marigny, sur les Champs-Élysées. Judith, sa sœur, a mis le spectacle en scène. Elle donne peu d'interviews, mais elle a accepté de nous donner quelques indices sur le prochain show, à commencer par le choix de son titre. Le titre, c'est Sans tambour, ça veut dire un petit peu ça. Ça veut dire que bon, c'est pas tonitruant, mais il y a pas mal d'intimité, il y a pas mal de moments de tendresse dedans. L'humoriste refuse pour l'instant les interviews. Aucun extrait ne filtre. On sait juste qu'il aborde des thèmes nouveaux comme la célébrité. Quand on démarre dans ce métier-là, on est un monsieur tout le monde et on observe des choses du quotidien. Et puis quand la notoriété arrive, ça fait partie de notre quotidien. Donc il était bon d'en parler aussi, parce que c'est une expérience humaine, comme il le dit dans son spectacle, et il partage un petit peu ce qu'il vit en tant que personnalité connue. Et le bon comme le moins bon, quoi. Le sens de l'observation, c'est la matière première de Gad Elmaleh. Isabelle Nanty est une amie de l'artiste. C'est elle qui a mis en scène son tout premier spectacle, Décalage, en 1997. Gad is the boss. The boss absolu de la clownerie, d'un point de vue sur le monde et de la façon de le faire partager à tout le monde, sans élite, enfin je veux dire, c'est accessible vraiment à tout le monde. On va être tous ensemble dans une pièce,
tout le monde va voir les mêmes choses, etc. Et lui, tout d'un coup, il va observer un truc que personne n'a vu et qui va faire rire tout le monde. Depuis que je fume, je vais dans les mêmes soirées, mais attention, c'est... ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. C'est vrai qu'il y a vachement... énormément... En 2007, son dernier one-man show, Papa est en haut, avait été un immense succès, joué au Palais des Sports devant des milliers de personnes. Pour son comeback, Gad Elmaleh mise cette fois sur une ambiance plus intime. C'était un besoin et c'était une envie aussi de retourner à des basiques de spectacle vivant où on est face à un public, pas forcément des milliers de personnes, et on recrée ce lien, cette proximité-là et cette interaction-là. Une chose est sûre, le show n'a pas encore commencé et toutes les dates affichent déjà complet. Ouais, faut rigoler. C'est un spectacle comique, on rigole. Vous avez payé vos places. Ah ben, faut amortir. C'est l'un des modèles de Gad Elmaleh. Eli Kaku, c'est aussi celui qui lui a mis le pied à l'étrier en le faisant monter sur les planches avec lui au début des années 90. Sébastien Ripari, aujourd'hui écrivain-éditeur, est un ami de l'humoriste. À 20 ans, ils ont suivi ensemble le cours Florent. Il a assisté à la rencontre entre les deux comiques. Gad a eu, comme tout le monde, des modèles. Je ne les connais pas tous, mais je sais qu'il avait un rapport très particulier. Ils sont devenus très amis avec Eli Kaku et ça explique beaucoup de choses. Je pense que, oui, en tout cas, ils se ressemblaient dans l'approche et l'observation. J'ai retrouvé les influences d'Eli Kaku dans le premier spectacle de Gad, Décalage, où j'ai senti, on sentait cette influence, ce rapport maître-élève. Au tout début. Mais la première source d'inspiration de Gad Elmaleh reste son père, un mime amateur. Et il faisait des spectacles très régulièrement au Maroc, on allait le voir en spectacle, et on le voyait surtout répéter à la maison. C'était assez étonnant pour des enfants, c'est quand même quelque chose de... On le voyait répéter avec son maquillage blanc, et ses mimes à la maison, c'est un souvenir marquant. Quand les gens t'appellent sur le portable, ils te disent même plus bonjour. Ils disent allô. La question d'après c'est tu es où? Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Je suis où? Laisse-moi tranquille. Sur scène, l'artiste donne de sa personne dans la tradition du comique de music hall. De quoi inspirer de jeunes humoristes comme Baptiste Le Caplin. On l'a vu récemment dans New York de Géraldine Nakache. C'est l'un des comiques les plus doués de sa génération selon Gad Elmaleh. Moi, ce que je trouve fort chez Gad, c'est qu'il a un parcours qui est vraiment atypique, quoi. Il a joué 4 spectacles et il a vraiment touché à tous les domaines dans l'humour. C'est ça que j'aime bien. Il a démarré avec un seul en scène, il a fait un spectacle à sketch et après il s'est mis au stand-up. Et ça, c'est très rare chez les humoristes de voir autant de choses différentes. Le stand-up à l'américaine, c'est-à-dire vous arrivez face à un public, vous l'attrapez, le public vous suit. Quand vous avez du talent immédiatement, et vous l'emmenez dans vos mondes, et vous le promenez comme ça. Et il a cette puissance que Seinfeld a. Il y a 2-3 autres comédiens au monde qui l'ont, mais peu. Jerry Seinfeld, la star du stand-up américaine. Gad Elmaleh en a toujours été fan. Et puis dans la recette Gad, il y a un autre ingrédient qui en fait un comique à part, ses personnages. Il y a un truc qu'il sait faire mieux que personne, c'est les compositions. C'est d'être quelqu'un d'autre, tout en restant lui-même. Mais d'être quelqu'un d'autre, aider quelqu'un d'autre très insolite. On a tous un clown, mais lui, il en a plusieurs. Ce sont des enfants, de grands enfants. Ils s'amusent. Ils vont continuer à s'amuser, jusqu'à ce que tout pète. Voilà une mine qu'on ne lui connaissait pas, sérieuse, grave même. L'an passé, Gad Elmaleh enfile le costume d'un banquier sans état d'âme dans Le Capital de Costa Gavras. Un rôle dans un registre dramatique et un pari pour l'humoriste, comme il nous le confiait en novembre dernier. Même si ça a été un peu déstabilisant pour moi, Ouais. la confiance, elle vient du fait qu'un metteur en scène comme Costa Gavras vous invite à vivre une aventure avec lui au cinéma. Et déjà, ça vous donne confiance. Déjà, on se dit, bon, ben, il me propose ce rôle-là, donc ça veut dire qu'il pense que je peux être... crédible et avoir ma place pour raconter cette histoire-là. Donc ça donne confiance déjà. Mais avec à peine 500 000 entrées en France, le film est un échec, commercial, mais aussi critique. C'est un film sérieux, sur un sujet sérieux. Bon, comment dire, tout ça est tout à fait respectable, mais je pense pas que la performance de Gad Elmaleh marquera les mémoires ou l'histoire du cinéma. On voit bien qu'il a essayé ces différents registres.
Mais voilà, ça n'a pas toujours, je dirais, il n'a pas toujours eu le coup gagnant, quoi. Alors, ce qu'on espère, voilà, c'est qu'il trouve à la fois les rôles étoffés, avec des grands cinéastes et dans des films réussis. Pourtant, ces dernières années, Gad Elmaleh a étoffé son CV d'acteur avec de grands noms. Woody Allen, Spielberg ou dernièrement Michel Gondry dans L'écume des jours. Mais ce qui domine encore la filmographie de l'humoriste, ce sont les comédies populaires, celles qui dépassent le million d'entrées. Chouchou de Merzak Elwash, Coco qu'il a réalisé, des films où il reprend des personnages de sketch, ou encore La vérité si je mens de Thomas Gilou. Gad Elmaleh, c'est aussi un nom, comme on dit, bankable, hein, c'est une marque, hein, quelque part. S'il a une ambition voilà, beaucoup plus noble et beaucoup plus large, qui est de devenir un acteur respecté par ses pairs, noté par la critique, s'il a envie de laisser une trace dans l'histoire du cinéma, on est loin du compte. Cette ambition-là, Gad Elmaleh la met entre parenthèses aujourd'hui, pour retrouver sa nature première, monter sur scène. Michael Douglas et Matt Damon dans les rôles principaux. Steven Soderbergh à la réalisation, soit le casting parfait pour un film qui ne sortira pas en salle aux États-Unis. Ma vie avec Liberace est inspirée d'une histoire vraie, celle du pianiste homosexuel Liberace, star des années 60 et 70. Mais le film n'a pas vraiment emballé les grands studios hollywoodiens. Ils le trouvent trop gay, c'est plein Soderbergh. Mais qu'est-ce que cela signifie? Y aurait-il un regain d'homophobie à Hollywood alors que d'autres films comme Brokeback Mountain ou Harvey Milk ont été de grands succès? C'est notre polémique cette semaine. Sarah Ougère. I want to be everything to you, Scott. I want to be father, brother, lover, best friend. Matt Damon et Michael Douglas comme on ne les a jamais vus. Dans le dernier film de Steven Soderbergh, Michael Douglas est Liberace, pianiste fantasque et superstar aux États-Unis des années 50 aux années 80. Un biopic original sur un homme qui a toujours vécu dans l'ombre son homosexualité pour ne pas déplaire à ses nombreuses fans. Surprise, malgré un casting de rêve, le film a fait fuir les investisseurs et ne sera pas distribué en salle aux États-Unis. Si tu peux écrire un film que les adolescents de 13 ans ont envie d'aller voir 2 fois, tu es riche. C'est pour ça qu'il y a des films comme Transformers. J'ai pas envie de faire ce genre de film. J'ai simplement d'autres goûts. C'est finalement la chaîne de télévision HBO qui a permis au film de voir le jour. Palme d'or à Cannes pour Sexe, mensonge et vidéo, oscarisé pour Trafic et réalisateur de la série The Oceans, Soderbergh devra donc se contenter d'une diffusion sur le petit écran, une première. Il y a quelques semaines, il jette un pavé dans la mare. Nous sommes allés voir tout le monde. Nous avions besoin de 5 millions de dollars. Personne ne voulait le faire. Ils trouvaient le film trop gay. Trop gay pour Hollywood? Après le succès de films comme Harvey Milk ou Brokeback Mountain, l'homosexualité serait-elle donc encore un sujet tabou au cinéma? Très clairement, oui, le fait que le film soit trop gay pour les studios, c'est une évidence. Où est-ce qu'on voit aujourd'hui à Hollywood, et même en France, hein, ne nous voilons pas la face, où est-ce qu'on voit aujourd'hui des histoires très clairement gays, d'histoires d'amour entre 2 hommes ou 2 femmes? À Hollywood, on dit toujours qu'on veut de l'originalité, mais quand on leur en donne, ils partent en courant. Sélectionné à Cannes, le film créera-t-il l'événement en décrochant un prix? Prendra-t-il sa revanche sur Hollywood? Mardi dernier à Cannes, à une semaine de l'ouverture du festival, la ville se prépare. Parmi les films les plus attendus, Ma vie avec Liberace de Steven Soderbergh. Thierry Frémaux, le directeur du festival, a insisté personnellement pour qu'il soit inscrit en compétition. Un traitement exceptionnel pour un téléfilm. Avant l'ouverture, il a accepté de nous parler de son choix. Au début, c'était hors compétition, sur l'idée d'une séance un peu de gala, qui aurait été un triomphe automatique, si j'ose dire, pour Michael Douglas. Et puis j'ai voulu le convaincre de dire non, faut que tu viennes en compétition. J'ai fait un long mail d'ailleurs, et Soderbergh vous répond toujours de façon très très laconique, et je lui ai donné tous les arguments. Et à la fin j'ai dit well, say yes, et il m'a répondu yes. Moi je suis convaincu, je le dis pas souvent, et je devrais pas le faire, le film est en compétition, mais que le film va avoir un très bel accueil. Steven Soderbergh a commencé dès 2008 à s'intéresser au personnage de Liberace. Peu connu en France, l'homme était une véritable star aux États-Unis. Sammy Davis is presented, and next to have the honor, Liberace.
Un artiste extravagant, une sorte d'Elvis Presley du piano, dont la vie entière ressemblait à un immense spectacle. Aux États-Unis, on s'en souvient encore. Au tout début de la télévision, dans les années 50, c'était une grande star de la télé, parce qu'il était vraiment flamboyant. Il se produisait aussi dans les nightclubs et il finissait ses spectacles en volant. Il était comme soulevé avec sa grande cape. Il avait une cape de fourrure. Les femmes l'aimaient beaucoup. Elles adoraient ça. Liberace, c'est l'histoire d'un artiste qui a réussi à convaincre tout le monde qu'il était hétéro. Quand on regarde un de ces spectacles, on se demande comment les gens pouvaient penser ça. En fait, Liberace était convaincu que s'il avait révélé son homosexualité, il aurait perdu son public. De l'homme qui se cachait derrière le showman, on sait finalement peu de choses en dehors de ce qu'en a raconté l'un de ses amants, Scott Sorson. C'est du récit de ce jeune homme joué par Matt Damon dans le film que Steven Soderbergh s'est inspiré. Pour le rôle de Liberace, il a fait un pari étonnant, Michael Douglas. À peine remis d'un cancer de la gorge, l'acteur a accepté le risque d'un rôle totalement à contre-emploi. Si vous regardez dans les années 80, entre Basic Instinct, Liaison fatale ou Wall Street, Michael Douglas était l'homme des grands rôles masculins. Là, c'est un premier rôle, mais d'un genre totalement différent. Je veux dire, on pense à Michael Douglas pour le rôle de l'homme intègre. Enfin, à part pour Wall Street. Mais on ne le voit pas comme un acteur flamboyant. Quand on sait en plus que Michael Douglas sortait d'une très longue maladie, on voit Liberace qui va mourir du sida, mais en même temps, on n'arrête pas de penser à aussi Michael Douglas qui était donné pour mort et qui a réchappé avec sa maladie. Donc, ça donne en plus une dimension tout à fait bouleversante. Une histoire forte, un réalisateur reconnu, le retour d'un immense acteur, le projet avait tout pour plaire. Mais quand les studios refusent de financer le film, l'histoire semble se répéter. Visiblement, ce que Liberace a caché toute sa vie n'est toujours pas montrable à Hollywood. Liberace est mort du sida en 1987 et totalement dans le placard. Il n'a jamais assumé publiquement son homosexualité. Il a fait des procès à des journaux qui avaient émis des rumeurs sur son orientation sexuelle. Je trouve que 26 ans après, c'est comme si on enterrait une deuxième fois Liberace. Il y a quelques semaines, nous avons rencontré Matt Damon qui nous a donné ses explications sur l'étrange parcours de ce film censuré par Hollywood. Pour lui, Ma vie avec Liberace n'était peut-être pas trop gay, mais tout simplement pas assez grand public pour séduire des studios devenus très frileux. Je pense que si on avait monté le film il y a 5 ans, on aurait pu le faire sur grand écran. Mais de moins en moins de gens et de moins en moins de jeunes vont au cinéma. Maintenant, on veut faire des films événements. Pour attirer les gens, vous voyez, s'il vous plaît, ne regardez pas ça à la maison, venez au cinéma. Ces temps-ci, les studios ne cherchent vraiment pas à faire des films pour adultes, gays ou hétéros. Ils se concentrent sur les films d'animation ou de super-héros. Mais les pontes d'Hollywood n'ont-ils pas enterré un peu vite ce projet? D'autres films ont montré que l'homosexualité n'était plus forcément tabou pour le grand public. En 2006, Le secret de Brokeback Mountain raconte l'histoire d'un amour inattendu entre deux hommes. C'est un immense succès commercial, y compris aux États-Unis. Il faut quand même se souvenir que Brokeback Mountain met en scène deux cow-boys qui sont quand même l'incarnation masculine la plus forte aux États-Unis. Quand on touche aux cow-boys aux États-Unis, on touche vraiment au fondement de la société américaine et des valeurs américaines. C'était quand même deux cow-boys qui vivaient une histoire d'amour. Je pense que la différence entre Brokeback Mountain et Liberace, c'est que dans ce film, vraiment, on met en scène, on va au cœur de l'intimité d'un couple. C'est ça que je pense qui a vraiment choqué les studios, comme si les gens allaient se lever dans le cinéma en criant « c'est horrible ». Bon, on est en 2013 quand même. Et l'histoire le dira, en 2013, le public est peut-être un peu moins frileux que les studios. D'abord, si c'est bon, les gens iront le voir. Ensuite, il y a un public gay et un film peut être marketé pour eux. Et enfin, je pense que beaucoup de gens à Hollywood ne réalisent pas que la nouvelle génération est beaucoup plus à l'aise avec le thème de l'homosexualité que l'ancienne génération. Avant sa diffusion sur HBO et sa sortie cinéma en France en septembre, c'est à Cannes que le film aura une chance de prendre sa revanche.
Pour le directeur du festival, aucun doute, Ma vie avec Liberace peut créer la surprise. On aurait pu imaginer que ce film soit produit en effet par un studio. D'ailleurs, quand ils le verront, ils se diront mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas signé ça? Une chose est sûre, la performance des deux acteurs a déjà été remarquée par les critiques. Je pense que si Michael Douglas n'a pas son prix d'interprétation grâce à ce film, c'est que vraiment il y a de très très grands acteurs dans les autres films en compétition à Cannes. 26 ans après sa mort, Liberace pourrait donc renouer avec le succès, cette fois en pleine lumière. Grand public s'intéresse maintenant à l'art dans la Légion étrangère. On pourrait croire que les deux termes s'opposent, mais pas du tout. Le peintre Nicolas de Staël, l'écrivain Blaise Cendrars sont issus de la Légion étrangère. Jean-Paul Belmondo, Édith Piaf ou Serge Gainsbourg ont aussi contribué à sa légende. Mais alors pourquoi et comment les soldats au képi blanc ont inspiré les artistes? Et quelle est la place de l'art dans cette unité d'élite? La Légion à l'assaut des arts, c'est le grand angle de Grand public. Romain Clément. La Légion célèbre les 150 ans de Cameron. Ce combat glorieux au Mexique où une troupe de légionnaires fit face à toute une armée, bataille autour de laquelle s'est fondée la mythologie de la Légion étrangère. La Légion, l'une des plus prestigieuses troupes d'élite, la plus mystérieuse aussi. Sous le képi blanc, des volontaires venus de tous les pays, engagés sous un nom d'emprunt. Une unité légendaire qui inspire depuis longtemps romanciers, poètes et cinéastes. C'est un réservoir, la Légion. C'est un réservoir d'hommes, un réservoir d'histoires, d'aventures, de légendes, de secrets. Oh, la Légion, c'est ça, ce mystère et en même temps cette fascination. Cet anniversaire, l'occasion pour la Légion de lancer une offensive dans le domaine culturel. Un tout nouveau musée, inauguré en grande pompe par le ministre de la Défense. La Légion monte aussi à l'assaut du hit parade avec un tout nouvel album. La Légion est l'art de notion que pourtant, a priori, tout oppose. Écoutez des soldats? Oui, mon chef! Voilà, très bien. Malgré une image de rigidité, il n'y a pas plus large et plus ouvert que la Légion étrangère qui fait se côtoyer 150 nationalités différentes au quotidien. L'art a sa place dans la Légion étrangère. Surprenant, la Légion a compté parmi les siens des poètes comme Blaise Cendrars, des écrivains comme Ernst Junger, des peintres comme Nicolas de Staël et de grandes figures, Piaf ou Serge Gainsbourg, ont aussi contribué à nourrir le mythe. Monsieur Gainsbourg est chez nous. À partir du moment où il est chez nous, c'est mon hôte. Allez, bien sûr. Y a-t-il une place pour les artistes dans la Légion? Comment l'institution se sert-elle de l'art pour entretenir son mythe? Aubagne, maison mère de la Légion, 30 avril dernier. Voici le tout nouveau musée. Dans ces vitrines qui mettent en lumière les combats les plus héroïques, l'institution a réservé une place de premier choix aux artistes qui ont servi dans ses rangs. Une volonté respectée par le capitaine Seznec, un historien de l'art recruté par la Légion. Vous allez avoir Blaise Cendrars, vous allez avoir notamment des poètes comme Alan Seeger, un volontaire américain qui, dès 1914, s'engage dans les rangs de la Légion. Alan Seeger, tombé à 28 ans dans la Somme, auteur de J'ai un rendez-vous avec la mort, poème favori du président Kennedy. Il est extrêmement poignant de voir le côté visionnaire du poète qui, quelque part, voit sa mort la devance. Homme de lettres aussi, Blaise Cendrars, poète voyageur, engagé en 1914 et amputé de la main à la guerre un an plus tard. Ou encore Ernst Junger, auteur d'Orage d'acier. Le légionnaire, avec ses aventures, son passé trouble nourrit tout un imaginaire dont les artistes s'emparent dès les années 30. Nous sommes ici dans cet espace de transition qui, du coup, introduit au mythe. Notre visiteur est entouré par quoi? Par cet autoportrait de Marino, légionnaire et peintre, qui s'est représenté avec ce képi blanc devenu légendaire, des affiches de films, La Grenade Verte, La Grande Inconnue, avec une image un peu caricaturale du légionnaire, blond, aux yeux bleus perçants, avec ce képi blanc mis légèrement de travers. C'est l'époque où Mickey, Laurel et Hardy, Fernandel s'engagent dans la Légion. Pour Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire et auteur des Hommes irréguliers consacrés à l'unité, à la fin des années 30, le légionnaire est entré dans la culture populaire. Ça donne lieu au cinéma, dans la chanson, dans les romans,
à des romans, à des histoires, pardon, qui sont pas toutes de très bonne qualité, mais où le légionnaire est devenu un archétype, effectivement, l'homme du sable chaud. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. 1936, avec Mon légionnaire, Édith Piaf renforce le mystère, associe le képi blanc à l'exotisme et accroît encore la popularité de l'unité. Pour la comédienne Nathalie Lermite, qui chante Piaf tous les soirs à Paris, impossible de retracer la vie de la môme sans aborder son amour pour la Légion. Piaf, d'après la légende, parce que faut faire le tri avec Piaf, a une histoire d'amour avec un légionnaire, et quand elle a rencontré Raymond Assaut, qui a été l'un de ses Pygmalions et surtout l'un de ses premiers compositeurs, il lui a composé cette fameuse chanson Mon légionnaire, dont Édith Piaf n'a pas voulu dans un premier temps, qu'il a confié à Marie Dubas. Et quand elle a vu cette chanson que cette chanson avait un potentiel, elle lui a repris, parce que ça, Piaf aimait bien faire ça, et d'où est née cette légende de Mon légionnaire avec cette chanson. Une chanson populaire qui va être utilisée par la Légion, mais aussi par Serge Gainsbourg. Et me laissant dans mon destin, il est parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. 1986, à Nîmes, Serge Gainsbourg est l'invité d'honneur de la Légion. Un bon coup de pub pour l'institution et un pied de nez de l'artiste au para, éternel rivaux des légionnaires, qui ont sifflé 6 ans plus tôt sa Marseillaise version reggae. Une rencontre mémorable. Je veux l'insécurité. L'insécurité Et l'inquiétude. et l'inquiétude. Je veux la tourmente. La tourmente Et la bagarre. et la bagarre. En revanche, au cinéma, de nombreux films, mais peu de chefs-d'œuvre. Des acteurs très populaires, Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Jean-Claude Van Damme. Des fictions souvent loin de convaincre les principaux intéressés. Vous qui avez sauté sur Colvézi, pas par exemple le film de Raoul Coutard, est-ce que voilà, comment vous l'aviez trouvé vous après Pas particulièrement nul. J'ai jamais vu, je l'ai vu 10 ans plus tard simplement. Mis à part Schoendoerfer, les Français, ça peut bien faire les films de guerre. Hein. Tous ces films où on voit les gens en train de gueuler, dégoupiller des grenades avec les dents, etc. C'est pas ça la réalité du combat. Hein. Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard. Aujourd'hui encore, des artistes émergent de la Légion, comme le peintre Paul Anastasio qui expose ici. 15 ans de service en tant que sapeur des mineurs, des missions sur le sol africain, en ex-Yougoslavie, une quinzaine de prix, dont un de l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Vous avez ici un pionnier, donc c'est plus un travail aussi sur la tenue et sur moi-même, à une époque, j'ai défilé en tant que pionnier. À 10 km d'ici, direction Laudun. Paul est venu fêter Cameron dans son ancienne unité, le 1er régiment étranger du génie. Et ici, il est la fierté de ses camarades. C'est quand même à travers sa peinture la Légion qui nous a l'honneur. Et comme je disais tout à l'heure, un caporal-chef, de sur quoi. Même bien sûr que ça, partout où je vais, que je vois son empreinte, je dis, je connais. Ici, ses œuvres sont partout. Elles décorent les murs de la salle d'honneur et même du colonel commandant le régiment. Les œuvres de Paul Anastasio sont présentes partout dans le régiment. Elles nous rappellent ce que nous avons fait, ce que le régiment a fait. Et en plus d'être des œuvres artistiques, elles sont une page d'histoire que nous pouvons contempler quotidiennement. Autre artiste, Victor Ferreira, 20 ans de Légion. L'institution l'a encouragé en opération à prendre des centaines de clichés qu'il expose aujourd'hui sur les tatouages de ses compagnons d'armes. J'ai eu l'occasion d'aller un petit peu partout avec mon appareil photo et voir ma caméra à certains moments. Et j'ai toujours pu exprimer, en fait, de pouvoir faire de l'image. Aujourd'hui, une exposition, demain, un livre. Donc je pense effectivement que l'art a sa place dans la Légion étrangère. En tout cas, la Légion étrangère permet l'expression de cet art-là. Sa notoriété, la Légion y veille. Elle s'est alliée à une puissante maison de disques pour son tout nouvel album Héros. Après les prêtres et les marins d'Iroise, la Légion à la conquête des hit-parades avec ses grands classiques. Une volonté aussi de toucher un large public avec un répertoire plus inattendu, empreint de romantisme.
La musique de la Légion étrangère franchit les frontières. Elle voyage un peu et elle rayonne beaucoup. La meilleure preuve, c'est que Deutsche Grammophon nous a sollicités pour faire en partenariat un disque alliant la qualité, l'image du réseau d'excellence de Deutsche Grammophon et l'image du légionnaire aujourd'hui. Des coûts marketing qui lui évitent aussi de dépenser des fortunes en campagne de publicité. Elle est connue dans le monde entier, le bouche à oreille fonctionne, des films anciens comme des films plus récents aident et motivent des candidats venus du monde entier. Néanmoins, elle cultive et elle travaille sa communication comme toute institution. Si la Légion a investi une bonne partie des 3,7 millions d'euros pour son nouveau musée, c'est aussi parce qu'il joue un rôle clé pour l'intégration. Les engagés se constituent ici des racines communes autour d'un même patrimoine. Plus qu'un musée, un lieu de culte, avec cette crypte, les légionnaires s'y rendent comme en pèlerinage. On est quasiment dans une liturgie, hein. C'est l'alpha et l'oméga, le légionnaire commence sa carrière et la termine ici. Lui seul a le droit de s'approcher de la main du capitaine d'Anjou et de se recueillir autour de ces drapeaux qui symbolisent la Légion et de tous ces noms qui représentent tous ces morts. Grand public a rencontré ce mardi à Paris l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération, Rachida Brakni. Ancienne pensionnaire de la Comédie Française, récompensée par un Molière et un César, elle est cette semaine à l'affiche de Chez Louisa de Françoise Charpia avec Isabelle Carré. Une comédie sociale aux échos particuliers pour la comédienne. L'occasion de revenir avec elle sur sa carrière et ses projets. C'est notre entretien cette semaine. Bonjour Rachida Brakni. Bonjour. Alors cet entretien commence par un questionnaire, on va appeler ça le petit questionnaire de grand public. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Très bien. Votre premier choc artistique? Gérard Depardieu qui interprétait le Tartuffe et ça a été une claque. Je me suis dit, ça me plairait moi aussi de faire du théâtre. Et vous aviez quel âge à l'époque? C'était quand ça? J'étais au lycée. Parce qu'en fait, j'ai découvert quand même le théâtre et le cinéma d'ailleurs très très tard. Je dois tout à l'école parce que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs extraordinaires qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont fait découvrir des choses incroyables. Quand j'étais petite, j'allais évidemment ni au théâtre ni au cinéma. Et c'est donc les professeurs qui m'ont fait découvrir tout ça. Votre réplique culte? C'est une réplique du bon, la brute et le truand. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un revolver chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je peux vous en proposer une autre? Oui. C'est pas vraiment une réplique, c'est une citation. Paraît-il que c'est votre citation favorite. Et oui, c'est du Beckett. Être artiste, c'est échouer comme nul autre n'ose échouer. Est-ce que vous correspondez à cette définition, Rachida? Oui. Je suis pas à la recherche d'une carrière absolument parfaite, sans défaut. J'ai fait des mauvais choix que j'assume. J'ai fait des mauvais films aussi, mais je cherche pas à tout prix à travailler avec le metteur en scène in ou branché qui fait que tout d'un coup ça fait tellement bien sur un CV. J'aime bien le danger. La musique qui vous rappelle votre enfance? Évidemment le rail. C'est une musique qui m'a toujours interpellée parce que déjà ma mère me disait que elle petite, elle adorait Rémi T, mais qu'elle n'avait pas le droit d'écouter à la maison. Alors Rémi T, pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande chanteuse algérienne. Tout à fait, et c'est même elle qui a inventé le rail. C'est-à-dire que des Cheb Khaled, Cheb Mami, ce sont vraiment des inspirés. Oui. Tout à fait. Et pour moi, ces femmes qui étaient considérées comme des prostituées, elles étaient tellement libres. Elles chantent l'ivresse, elles chantent l'amour, elles chantent le plaisir sexuel. Et pour moi, ces femmes-là, c'est un peu nos féministes à nous. Finalement, Rachida Brakni, vous bouclez un peu la boucle, puisque dans votre dernier film, Chez Louisa, qui est sorti en salle, là, vous incarnez donc une Jamila qui a pour aïeule une grand-mère, donc qui était elle-même chanteuse. Quand la réalisatrice Françoise Charpia m'a contactée pour faire ce film, c'était au moment où j'allais sortir mon album. Oui, je me suis dit, dernière. Bon, et ben voilà, c'est une bonne opportunité pour allier mes deux passions. Et c'est vrai que la musique a pris beaucoup de place et j'espère qu'elle en prendra de plus en plus. Et donc oui, c'était pour moi l'opportunité de pouvoir m'exprimer avec la chanson dans un film.
c'est la mère de ta mère. Bâtard, en Algérie, il n'y a pas tellement pire. Sauf Chebba, peut-être. Les femmes qui assumaient comme ma grand-mère étaient considérées comme des prostituées. Louisa, le regard des autres, elles sont fichées. Mais qu'est-ce que tu fous dans les assurances? Avec ta tronche et ta voix, tu devrais faire comme elle. Chebba, moi. Mais alors, quand Françoise Charpia vous propose ce rôle, justement, quelle résonance est-ce que le scénario a eu en vous, d'abord à la lecture, et puis au moment où il a fallu jouer vraiment cette histoire, et notamment dire ces mots, être une fille d'Algérien, c'est pas la honte non plus. Tout à fait. En fait, quand on est gamin, on a envie d'appartenir à quelque chose. Et quand il y a un tiraillement entre deux cultures, on a l'impression que d'en embrasser une, ce serait annihiler l'autre. Et donc, voilà, c'est très ambigu. Et puis, du coup, ça donne un rapport presque schizophrénique. Et moi, j'ai eu des parents... qui m'ont toujours soutenue, portée. Côté très présente dans votre carrière. Qui sont très présents et qui ont une telle distance par rapport à tout ça que forcément, c'est mes deux amours, quoi, mon père et ma mère. Donc, quand on reçoit autant d'amour de ses parents, on n'a tellement pas envie de les décevoir qu'on se dit, mais je suis dans la merde, comment je vais leur dire que, j'épouserai jamais un garçon de chez moi. Et en fait, c'est passé finalement? C'est passé parce que c'est moi toute seule qui me suis créé un truc incroyable en me disant ils vont plus m'aimer, ils vont me rejeter. Et donc j'ai demandé à mon père, voilà, audience. Et j'oublierai jamais ce moment parce que c'était un moment tout en pudeur et on était assis tous les deux sur son lit et je lui dis voilà papa, j'aime un garçon. Je dis mais il est pas de chez nous. Et il m'a simplement répondu, sans me regarder par pudeur, si tu l'aimes et si c'est celui avec qui tu es heureuse, sois heureuse ma fille, et puis voilà quoi. Et je me suis sentie, mais alors tout d'un coup, mais soulagée, j'avais l'impression que les valises que je portais, qui pesaient 3 tonnes, tout d'un coup je me sentais légère. Mais voilà, en fait le problème c'était moi. En 15 ans, vous êtes quand même passé de Ruy Blas et Victor Hugo, rôle qui vous a valu un Molière en 2002, à Baraquette, L'Enfant endormi, Chebba Louisa aujourd'hui, comme si finalement vous étiez plus apaisé, que vous aviez plus de facilité aujourd'hui à faire des choix comme ça. Au moment de la sortie de K.O., oui. heureusement que j'entrais à ce moment-là à la Comédie Française et que j'incarnais la reine de Ruy Blas. Parce que c'était un peu terrifiant quand j'ai fait ce film et que je rencontrais les journalistes. Tout d'un coup, j'étais pas une actrice. C'était moi, Malika, qui avait été vendue par son père, mariée de force, prostituée. Et c'était... là aussi, je l'ai senti vraiment la différence. C'est que je me suis dit, finalement... J'ai pas le statut d'une actrice ordinaire parce que je pense qu'on poserait jamais cette question à Isabelle Huppert ou à je ne sais qui. Et le théâtre, ça a été salvateur parce que ça m'a apporté une légitimité. Et là, tout d'un coup, je sentais dans le regard de l'autre vraiment le truc... si elle est à la Comédie Française, c'est qu'elle est capable de dire des alexandrins, c'est qu'elle a un cerveau, elle lit. Et en fait, K.O., c'est pas forcément du papier collé à sa propre vie. Hein, oui, d'accord. Donc le théâtre m'a vraiment permis d'échapper à ça. Et je pense que la diversité de rôles que j'ai pu avoir, je la dois vraiment à mes lettres de noblesse que sont le théâtre. Il y a tout juste 10 ans, Rachida Brakni, vous tourniez L'Outre-Mangeur. Un tournage sur lequel vous rencontrez donc celui qui va devenir votre compagnon, Éric Cantona. Comment ça se passe, votre vie professionnelle à deux? En fait, moi, pour aimer l'autre, déjà, j'ai besoin de l'admirer. Et c'est... Enfin, voilà, je vais pas faire l'énumération de toutes ses qualités, mais j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui parce que je trouve qu'il a un regard d'une acuité incroyable. Et voilà, quand je joue au théâtre ou quand je lui montre un film que j'ai fait, j'ai beaucoup plus le trac que si je devais me produire à Bercy, quoi. Enfin, ouais, j'ai le trac parce que son regard compte. J'aime bien lui faire lire les propositions qu'on me fait pour avoir son impression et lui fait exactement la même chose. D'accord, donc ça marche dans les deux sens en fait. Ah oui, ça marche dans les deux sens. Merci beaucoup, Rachida Brakni, de vous être confiée pour le grand public. Merci de vous être ouverte pendant cet entretien. C'est toujours à travers les questions
des autres que parfois on a des propres réponses sur soi. Ça me coûte moins cher qu'une psychanalyse, donc merci Aïda. Je suis ravie d'avoir été votre psychanalyste ce soir. C'est l'un des films les plus attendus du prochain festival de Cannes, Gatsby. Le Magnifique sera projeté en ouverture mercredi prochain avec dans le rôle titre Leonardo DiCaprio, presque 40 ans après Robert Redford. L'histoire de ce millionnaire new-yorkais est née sous la plume de Francis Scott Fitzgerald, auteur phare des années folles, mais qui n'aura pas vécu assez longtemps pour connaître le succès de son œuvre. Comment est né alors le mythe Gatsby et qui était Francis Scott Fitzgerald? Gatsby, l'envers du mythe, c'est notre décryptage cette semaine. Christophe Hérault. Gatsby. Ce sera le film d'ouverture du Festival de Cannes. Champagne, strass et folie, Gatsby est de retour sous les traits de Leonardo DiCaprio. Je pense que Gatsby est l'incarnation parfaite du rêve américain. Ce qu'un homme pouvait imaginer être la vie idéale dans l'Amérique des années 20. Revoici les fêtes somptueuses, la frivolité et l'alcool coulent à flot. Gatsby au cinéma ou l'adaptation du roman de Scott Fitzgerald sur écran. Gatsby. L'argent, les femmes, la folie, le cinéma. Qu'est-ce qui se passe autour de tout ça? Fitzgerald est le romancier de cela. Francis Scott Fitzgerald, ce romancier américain à la carrière fulgurante et à la vie chaotique. Un regard enfantin cachant une âme désespérée. C'est un des premiers écrivains qui avait un côté comme ça, star de rock. Fitzgerald avait vraiment cette capacité à faire la fête, etc. Et puis il avait aussi cette profondeur qui font que ces livres ne sont pas simplement des livres sur des gens qui roulent dans des belles voitures et qui ont des jolis polos roses, quoi. « 1974, Jack Clayton porte à l'écran le roman. L'univers rutilant de l'œuvre s'imprime sur pellicule et Robert Redford devient Gatsby. J'aime ce livre merveilleusement écrit. Je pense que c'est une histoire tellement forte qu'elle peut être encore souvent portée à l'écran dans les années à venir. Cette quatrième adaptation pour le cinéma redonne donc vie à ce jeune millionnaire mélancolique, à cet inoubliable héros de la littérature américaine. Récit de deux destins brisés, le personnage et l'écrivain, Gatsby et Fitzgerald, ce sont deux mythes qui se confondent. Gatsby à Cannes, c'est comme un retour dans le passé. À quelques kilomètres du festival au Cap d'Antibes, voici la Villa Bellerive. Au début des années 20, Fitzgerald réside ici. Les voisins sont Picasso, Cole Porter, Mistinguett. Une ambiance de Riviera pour artistes, que l'écrivain raconte dans ses correspondances. Il faut imaginer la villa sans plage. La mer venait et battait contre les murs. Cette sauvagerie lui a plu. Et elle restera à jamais cette maison où il écrira qu'il a été heureux sur la Côte d'Azur. Cole Porter le fait venir lui et d'autres artistes américains, écrivains, musiciens. Et lorsqu'il leur écrit pour la première fois pour leur dire de venir, il leur dit « Venez me rejoindre, vous découvrirez le paradis ». Un rare moment de paradis dans la vie d'un écrivain qui connut souvent la dépression. Il a tout juste 25 ans quand il écrit Gatsby, mais il est déjà un jeune prodige reconnu par la critique américaine. Près d'un siècle plus tard, pour l'écrivain Philippe Solers, Gatsby, c'est un livre culte. C'est ainsi que nous avançons, barques à contre-courant, sans cesse ramenées vers le passé. C'est un livre très important parce que c'est la maîtrise totale de Fitzgerald très tôt. Il est très jeune, il a entre 25 et 27 ans, on n'imagine pas combien il a pu travailler, etc. La légende fait de lui quelqu'un de très désordonné, etc. Au contraire, travail et réussite absolue. Gatsby, le Magnifique. Autre bord de mer, cette fois-ci en Normandie. On retrouve dans cette belle bâtisse Julie Wolkenstein. À 15 ans, elle découvre le roman, elle le dévore, le lit, le relit, l'offre à ses amis.
Gatsby peut se lire comme une tragédie amoureuse. Il y a 2 ans, quand elle se replonge dans le livre pour une nouvelle traduction, sous cette romance sentimentale, elle découvre un portrait acide de l'Amérique. Ce que je percevais moins à 15 ans et qui me frappe beaucoup plus maintenant dans toute son œuvre, mais notamment dans Gatsby et surtout en le traduisant, c'est la férocité et la noirceur qu'il y a aussi dans son écriture et la satire sociale, la méchanceté avec laquelle il traite la plupart de ses personnages. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Les riches n'épousent jamais les pauvres. Il vit dans une illusion pour rattraper une femme dont la voix est pleine d'argent. C'est vouloir une femme qui a de l'argent, il est amoureux, il attend. Et alors, il est soutenu par la vitalité colossale de son illusion. Voilà, c'est le porte. Ça, c'était extrêmement impressionnant. Au début des années 20, quand Fitzgerald écrit Gatsby, c'est l'époque de l'Amérique insouciante. Oubliez la Grande Guerre, les années sont folles et jazz. L'on dévore la vie à 100 à l'heure. Pourtant, dans le roman pointe une inquiétude, une prémonition. Tout cet argent conduit peut-être au précipice de la grande crise de 29. Il l'a écrit en 24, c'est paru en 25, donc avant la crise. Mais tout se passe comme s'il savait que le monde qu'il est en train de décrire va s'effondrer. C'est-à-dire, comme s'il avait la prescience que tout va disparaître, et y compris cette classe comme ça, hyper favorisée, hyper privilégiée, de gens extrêmement fortunés. Alors, en 25, on ne peut pas le savoir, que tout ça, cette bulle de spéculation va exploser, mais oui, c'est comme si lui en avait sans arrêt le pressentiment. Qui était ce jeune et brillant écrivain issu de la petite bourgeoisie du Minnesota? À 22 ans, comme toute la génération des stars américaines du roman, il s'exile à Paris. Nous retrouvons sa trace sur les bords de Seine, à la librairie Shakespeare & Co, où dans les années 20, il côtoyait Hemingway. En seulement 5 romans et de nombreuses nouvelles, son génie littéraire a explosé. Il avait une facilité à écrire, une précision, et il savait être sec, il savait être gracieux, il savait être un petit peu fleuri, et puis être très concis. Ses dialogues sont toujours très justes. C'est à la fois, vous pouvez rigoler un petit peu, et puis en même temps voir tout le tragique de l'existence à la page d'après. Et il y a vraiment cette capacité à doser les choses qui fait la beauté et le charme de l'écriture de Fitzgerald, quoi. Parfois, la vie de Fitzgerald a dépassé la renommée de ses livres. Il aime la fête, mais c'est sans illusion. Alcoolique et mélancolique, avec sa femme Zelda, il forme un couple orageux et tumultueux. Écriture et alcoolémie sont les frères ennemis de Fitzgerald. Il a gagné énormément d'argent avec son premier roman, il est devenu une espèce de star. Il y a le couple qu'il a formé très jeune avec Zelda et qui au début était un couple, oui, l'équivalent aujourd'hui, ça serait, je sais pas, enfin je dis aujourd'hui, ça fait déjà un moment, mais quand on racontait, je sais pas, que Johnny Depp et Kate Moss saccageaient tous les hôtels de luxe dans lesquels ils descendaient, il y avait ça avec Zelda, il y avait un comportement comme ça, très, même plus que frivole, hein, très autodestructeur aussi. La vie de Fitzgerald est toujours présentée comme un échec, comme quelqu'un qui est assez abruti d'alcool, et en effet on boit beaucoup dans ses livres, comme quelqu'un qui a été détruit par une aventure de mariage impossible, etc. Et vous avez tous les ingrédients d'une négation. Mais le problème, il ne faut pas prendre ça seulement au premier degré. Oh, c'est un type qui s'est démoli, oh ben alors finalement est-ce qu'il a écrit quelque chose? Mais oui, donc ça ne peut pas être un échec, c'est une réussite extraordinaire. Une réussite, mais Gatsby fut fraîchement accueilli en 1925. Le public boude l'ouvrage. La carrière de Fitzgerald ira de déclin en dépression. Il faudra attendre les années 50 pour que l'Amérique redécouvre ses livres. Et le cinéma prendra sa part dans cette renaissance. Par la magie des images, renaît l'univers de Gatsby. Une lecture acidulée du roman, mais qui marquera le public. C'est vrai que toute la campagne de promotion à l'époque, en 74, qu'a mené le studio Paramount sur ce film, a été de mettre en avant les richesses déployées à l'écran, le côté somptueux, somptuaire du film, au détriment peut-être du vrai propos de fond qui était sous-jacent dans les livres de Fitzgerald, qui était une vraie critique très acide de cette haute bourgeoisie américaine, arrogante, méprisante, d'ailleurs raciste aussi via le personnage de Buchanan.
et aussi assez irresponsable quelque part. À quoi donc ressemblera la version de Baz Luhrmann et de DiCaprio? Sera-t-elle flamboyante ou emplie de noirceur? DiCaprio aime à garder le mystère. Gatsby est un personnage incroyable à jouer. Chacun a sa vision du rôle, de ses motivations. Ce qui le rend vraiment intéressant, c'est tous les non-dits du roman et de Gatsby lui-même. Je suis né dans une famille très fortunée. Tous sont morts aujourd'hui, hélas. Est-ce que tout ça était vrai? Pour cette nouvelle version, il aura fallu 127 millions de dollars pour raconter les aventures magnifiques et désespérées du millionnaire Gatsby. Jay-Z et Lana Del Rey ont remplacé les années jazz. La 3D s'invite dans la démesure des décors. Pour l'instant, personne n'a encore vu le film. Alors, ce Gatsby sera-t-il aussi magnifique que celui de Fitzgerald? Réponse mercredi au Festival de Cannes. L'agenda culturel de grand public, c'est tout de suite avec les incontournables de la semaine, Julien Pau. Des fois, je me dis que depuis que les préservatifs sont aromatisés, les adolescents d'aujourd'hui n'auront jamais mangé autant de fruits toute leur vie, quoi. Redouane Arjan est sans doute à moitié fou. Ce doit être pour ça que son humour absurde sonne si juste. Sa gentillesse, elle, lui permet de parler à son public n'importe comment. Vous pouvez me parler, hein, je suis pas un DVD, hein, je sais pas comment vous... Ils sont un autre spectacle devant, c'est pas Michel Leb ce soir? Michel Leb, si tu nous entends, on va te faire foutre. Le personnage est cohérent, c'est-à-dire que il s'arrête pas d'être fou ou d'être autre chose que bizarre. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, c'est très chelou, hein, c'est le moment de faire de la guitare. Un personnage qui ne se sépare jamais de sa guitare ou de son piano pour camper ce doudingue. Un mélange des genres euphorisants. Les gens disent c'est la crise, c'est la crise. Et quand on sait que le sperme a la même valeur nutritive qu'un steak, quoi... C'est tout. En fait, oui, c'est un concert dans lequel je parle beaucoup. Quoi. Je parle beaucoup entre les chansons. Dans la tête de Redouane Arjan au Théâtre Marigny jusqu'au 29 juin, incontournable. J'ai reçu beaucoup de fleurs. J'ai reçu tellement de fleurs, j'ai l'impression d'être dans le coma. Enfin, j'ai... T'es dans ton retour à la voix? Ouais. T'en veux un peu plus, ça va? Parfait. Alex Baupin, auteur de la géniale bande-son du film Les Chansons d'amour, césarisé en 2008, revient avec un magnifique album. En studio et en exclusivité, il nous reçoit à quelques jours de ses premiers concerts. Je t'attends, tu t'étends sur un autre sujet que moi. Après moi le déluge, sorti il y a quelques jours, et un Olympia lundi prochain en font un homme heureux. Et pourtant, le type a la réputation de faire chialer avec ses chansons d'amour. Pourquoi? Alex Baupin, vous passez votre temps à vous faire larguer. Ou à larguer, d'ailleurs, ça dépend. Je suis pas tout le temps le garçon un peu timide qui pleure, il y a beaucoup de... C'est Alain Souchon qui a lancé cette vogue, et moi j'adore Alain Souchon, mais après il y en a eu plein qui ont suivi de chanteurs un peu fragiles, qui pleurent tout le temps, qui ont été quittés, qui sont maltraités, et par les filles, qui étaient nuls au foot quand ils étaient petits. Bon, on a donc fini de s'apitoyer avec les peines d'Alex Baupin, et il nous prépare même quelques bonnes blagues à l'Olympia pour lundi. Entre les chansons, pas systématiquement, mais un peu, je fais un peu des blagues, voilà, j'ai des concerts un peu rire et chansons, comme ça, et j'ai un peu de second degré, sinon ça devient la messe, sinon je suis une espèce de Mylène Farmer, mais en garçon, quoi, j'arrive, et puis il y a des cimetières sous la neige, des loups, et c'est abominable. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve jeudi prochain à partir de 23h15. Vous pouvez également nous rejoindre dès à présent sur les réseaux sociaux ou sur le site france2.fr. Avant de se quitter, voici, comme chaque semaine, notre extrait culte. Retour au temps de la prohibition aux États-Unis. Al Capone contre Elliot Ness dans Les Incorruptibles, un film signé Brian De Palma en 1987. Extrait de la confrontation entre Robert De Niro et Kevin Costner. La scène est mythique. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. À jeudi prochain. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la trouille? Vous vous planquez derrière vos molosses? Vous avez la trouille de vous battre tout seul? Tu veux faire ça maintenant? T'es pressé que je t'aplatisse? Calme, salerie, ta fils de pute! De pute du calme. Tu me parles comme ça pour mon fils? Va te faire enculer, toi et ta famille! Me faire enculer! Laissez-moi!
C'est moi. Pas comme ça, pas comme ça. Tu peux rien contre moi, t'es rien, t'es qu'un insigne avec quel blabla. T'es là parce que tu peux rien contre moi, tu peux rien avec les juges. Le comptable, tu l'as pas, t'as rien de rien. Niente, si t'étais un homme, tu m'aurais déjà eu, t'as que dalle, mon fagon. Dès maintenant, pour plus d'infos et pour réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.